Ouah, c'est quand même sacrément mieux assis tranquille sur un Avec le canapé. canapé. Un bon petit canapé, là, tranquille. Et comme toutes les semaines, depuis 3 semaines, à deux exceptions près, Bienvenue exceptionnellement en duplex live. bon, pour la deuxième fois, Ah, pour et la ben, deuxième. on a décidé de se taper la discu et de vous faire subir les résultats. Voilà, mais cette fois ce sera en stéréo. Ah, donc petit auditeur, petite auditrice, amuse-toi, cale-toi dans le noir, mets-toi un bon casque sur les oreilles et imagine que nous sommes là, juste assis à côté de toi, ou allongé, je ne sais pas, laisse ton esprit s'évader dans ses nus, dans ses envolées, Transpirant légèrement, transpirant avec une voix légèrement. basse, tout près de ton oreille, j'imagine. Hmm, oui, Nos cheveux qui chatouillent ton cou. oui, toi et nous, Enfin, nos cheveux, les miens. nous allons parler geek, nous allons parler cinéma, série, nous allons parler de plein de choses. Tout Tiens, ça pour toi, juste pour toi, petit auditeur, tiens, auditrice. d'ailleurs, à propos, en parlant de stéréo, est-ce que tu as... Alors ça Segway. serait te faire insulte, exactement, Segway, parce que j'avais même pas pensé à parler de ça. Ça serait te faire insulte que te demander si tu as vu Baby Driver. Je sais que tu Oh, es un grand ah, fan d'Edgar Wright. quoi, lui? Non, bon. C'est un petit jeune qui débute. Non, puis j'ai même pas les glaces, tu vois, le truc cornetto, machin. Non. Est-ce que tu l'as regardé en l'écoutant au casque? Non, et quelque chose me dit que j'ai dû louper quelque chose. Et pourtant, ça fait un bout de temps depuis que j'ai enfin retapé mon Dolby que je me dis, il faut absolument que je me fasse une vraie grosse session pour le faire découvrir à ma meilleure moitié. Mais non, j'avoue ne pas l'avoir Tu veux faire au découvrir la casque. meilleure moitié de Toulouse, oui. Non, au casque, en fait, le mixage stéréo suit les oreilles du personnage principal quand il a son écouteur que de l'oreille gauche, t'as la musique dans l'oreille gauche, Oh etc., le etc. Et con! les acouphènes dans l'autre. Donc, ouais, c'est aller loin. Alors, c'est pas compliqué. J'ai été un très très grand fan de Tim Burton pendant très 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 longtemps. Et on a tous, quand on est cinéphile, on a toujours un réalisateur de prédilection, quelqu'un dont on adore l'esthétique. J'ai eu une grosse période Tony Scott, jusqu'à ce qu'il trépasse, le pauvre monsieur. Euh, mais j'avoue que Edgar Wright, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est donc le scénariste et réalisateur donc de la fameuse trilogie Cornetto, qui donc comprend donc Shaun of the Dead, Hot Fuzz et le dernier pub avant la fin du monde, The World's End pour ceux qui le suivent en anglais, ainsi que donc Scott Pilgrim et plus récemment donc Baby Driver. C'est un réalisateur qui a baigné dans la culture geek, mais depuis qu'il est gosse, c'est pas compliqué. Je pense que c'est clairement un mec qui fait partie de la même sphère que nous, mais qui a réussi à le faire transparaître par son langage cinématographique et qui a naturellement un don pour le langage cinématographique est effrayant. Et Baby Driver est un film qu'il a choisi de travailler, non pas autour de l'image, mais autour du son. C'est-à-dire que pratiquement Ça. l'intégralité du film a d'abord été pensée en termes sonores avant d'être pensée en termes visuels, ou en C'est- tout cas vraiment les deux de manière vraiment intrinsèque. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une différence marquée, je trouve, entre cette génération de réalisateurs qui ont aidé à mettre en image pour la première fois les clips, il y a les Gondry, les Spike Ah, Jones, etc. tout à fait. Et ce type-là qui est ce qui peut se faire de mieux dans une génération à peine décalée avec la précédente, qui elle a été nourrie de ces clips-là. Oui. C'est-à-dire que, je sais pas si tu te rappelles, quand on tentait de rentrer dans une école de visuel, À il y l'époque du temps avait, jadis. il y avait des gens qui nous disaient, et pour le coup j'étais assez d'accord avec eux, on évite de mettre de la musique, etc. On veut pas faire clip, et je comprends tout à fait le truc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment cette esthétique du clip qui est venue et du rythme qui va nous être donné par la musique, qui est une très très grande contrainte. Et c'est vrai que, et surtout quand on débute, il faut pas se laisser enfermer là-dedans. Si jamais ta réalisation, ton montage, il est pas rythmé en tant que tel, c'est pas la musique qui va le rendre bien, si tu veux. Non, clairement La pas. musique, elle est censée ajouter quelque chose, etc. Mais partir de cette esthétique du clip, c'est-à-dire de se laisser légèrement guider, légèrement, voire beaucoup, guider par le rythme, voir les paroles, hein, on va pas Mhm. spoiler tout de Baby Driver, mais voir les paroles de la musique, etc., et se foutre vraiment le nez dedans, et ben quand on est bon, et justement, comme je disais, qu'on se laisse pas dépasser par le truc, ça peut donner des choses spectaculaires. Ah, particulièrement. Ouais. Et ça... Enfin voilà, c'est quelqu'un qui... C'est, comment dire... Aujourd'hui, on a des réalisateurs qui se sont fait très discrets. Comment dire, c'est moins vraiment une course à la virtuosité, quoi. Spielberg, on aime ou on n'aime pas, c'est vraiment un virtuose de la caméra. Il fait une espèce de, dans Munich, dans Arrête-moi si tu peux, il y a des espèces de mouvements de caméra, si vous les analysez, vous vous dites, c'est pas possible, le mec, il traverse les murs pour arriver à faire ces trucs-là.
Et voilà, il y avait des grands, des Fritz Lang, des machins, dans toute l'histoire du cinéma, il y avait ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus discret. On voit beaucoup ça. Enfin, l'expression se déroule beaucoup dans l'étalonnage. Je pense aux Defenders de Marvel. Ah oui. Chaque héros a sa couleur. Quand ils se rendent compte, ils sont dans un resto chinois avec des néons de toutes les couleurs, etc. Du coup, entre guillemets, ce manque de subtilité, ça permet aux simples mortels de capter un peu le message et de commencer à s'introduire dans le monde de la création vraiment filmique. Et bah lui, c'est pareil en termes de cut, de réalisation. C'est-à-dire que le début de Baby Driver, je pourrais comprendre que quelqu'un n'aime pas parce que ça pourrait faire forcer. Tu Hmm. vois ce que je veux Ah dire? oui, tout à fait. Et ça fait très marqué. Ah C'est-à-dire oui. que c'est l'équivalent, c'est c'est au film ce que le graffiti est à la littérature, si tu veux. C'est une forme extrêmement, extrêmement graphique, extrêmement créative, Oui, oui, qui manque effectivement, pas oui. forcément de profondeur, mais qui est ouais, beaucoup plus délirante. Et voilà, c'est un type qui s'assume et qui a des choses à dire. Il ne laisse pas seulement les scénaristes parler pour lui. Et ça, je pense que c'est possible quand tu fais des films de genre. Malheureusement, c'est pas Oui. encore très possible dans du mainstream, sauf cas exceptionnel. On parlait de Deadpool la dernière fois, le principe de Deadpool amène à ça. Et c'est possible aussi quand tu es également scénariste et que du coup tu peux faire des ponts entre les deux. Parce que sinon, t'as pas envie de te battre avec ton scénariste, Non, t'as pas envie clairement de lui pas. piquer le spotlight. Après, c'est comme tout. Enfin, tout dépend de la relation que tu as la chance d'avoir avec ton scénariste. Après, voilà, ça dépend aussi de la relation que tu as avec lui, de ce que l'industrie et la production te permettent d'avoir comme relation avec lui. Donc, je pense que ça fait peut-être aussi partie des forces que Edgar Wright a, qui est le fait d'être lui-même le scénariste de ses films. En tout cas, de la plupart. Hein. Ça a justement été, si je me trompe pas, une des raisons pour lesquelles il n'a pas fait, enfin, pas terminé en tout cas le premier Ant-Man, qu'il devait réaliser. Vu que c'est en termes de, je crois, c'est au niveau de l'histoire, ou une question d'orientation orientation créatrice, je crois, ou créative, Alors tu le que connais mieux que ça. moi, mais si je me gourre pas, il a jamais vraiment bossé avec une énorme maison comme Marvel avant Ant-Man, quoi. Donc ça devait quand Euh, même être des contraintes dont il avait pas l'habitude. je sais pas. Alors, aussi gros que Marvel, non, mais je sais pas quand même. Enfin, Scott Pilgrim était quand même une adaptation de bande dessinée, et il avait quand même un casting sacrément conséquent. Je veux dire, on avait quand même on a quand même Ouais. du lourd dans son film. Je serais curieux de connaître le budget de Scott Pilgrim. Ouais. Parce que ça me ressemble. Je parlais de Gondry tout à l'heure. Gondry, c'est un type qui est capable de faire beaucoup avec trois bouts de ficelle. Je pense qu'Edgar Wright est un peu comme ça parce que justement la trilogie Cornetto, c'est du gros film de genre, voire un peu série B, avec pas énormément de moyens, euh, qu'il arrive à faire vraiment, avec lequel il arrive vraiment à avoir des résultats assez impactants. Donc le cast, bah, tout dépend de est-ce qu'ils ont voulu enfin voilà, avoir un cachet à la hauteur de leur popularité ou pas. Chris Evans était peut-être moins connu, etc. Et après, tout dépend du budget, parce que les gens qui avaient derrière, forcément, qui ont financé ce truc-là, bah, ils devaient être un peu moins tendus si jamais Ah, c'est un budget qui est pas gigantesque. Et tu parles de la effectivement, bande ouais. dessinée, j'adore Scott Pilgrim, ça reste un comics canadien, je crois, pas extraordinairement connu. Ça reste Enfin, obscur, on ça, est, on est effectivement. sur de la niche, quoi. Et effectivement, sur de la niche côté geek, bon, bah ouais, t'as éventuellement Kevin Smith, t'as des mecs comme ça, qui s'est un peu cramé quand même. T'as des mecs comme ça, et t'as Edgar Wright. Enfin, Ouais, non, tu vas clairement. aller voir ces mecs-là, quoi. Tu vas Ah, pas carrément. demander. Ah, carrément. Donc, du coup, toi, t'avais regardé les infos, parce que Alors, je t'avoue que j'ai eu beaucoup de boulot cette semaine. le truc, c'est que c'est pas tellement que j'ai regardé les infos, c'est juste que je me suis rendu compte que j'ai repensé une réaction, enfin, non, une réflexion qu'avait fait effectivement Kevin Smith et Marc Bernardin, donc ceux qui font le podcast anciennement appelé Fatman on Batman et maintenant donc devenu Fatman Beyond, donc Rest in Peace, Fatman on Batman, bah oui, fallait pas perdre du poids mon gars. Euh, et la réflexion est faite que on a du mal à se dire avec, vu la vitesse à laquelle les films de grosse licence Marvel, DC, tous ces gros films de cet univers-là défilent, on a du mal à imaginer que Black Panther n'est sorti que cette année. Putain, c'est fou. Ouais, ouais, ouais. On est déjà trois films Hum. plus loin pratiquement et on se dit non mais c'est la vitesse à laquelle ça défile et on se rend compte que ouais c'est le rythme de production de sortie on n'a pas fini de s'émerveiller d'un film qu'on en a déjà deux Hum. qui ont déjà enchaîné Je et sais pas si c'est ça a assez impressionnant. Je sais pas si ça a été une question de retard ou de mise au point, de choses comme ça,
ou si ils testent un peu leurs limites, quoi, parce que Je sais il y a pas du tout, forcément une je sais pas du tout. saturation au bout d'un moment, hein. Je sais pas, je pense que la peur de saturation, ils doivent pas forcément l'avoir vu les chiffres qu'ils font pour l'instant, mais ça reste une question qui devrait se poser. Ouais, parce Mais que toujours ça peut est-il, arriver vite, hein, c'est ça le problème. ah, complètement. Ça peut arriver très vite. Mais toujours est-il que là, cette semaine, on a eu donc quelques petites infos, notamment assez rassurantes, sur le prochain gros Sur la film liste. Marvel qu'on attend tous de pied ferme depuis un sacré bout de temps, qui est donc, on a eu les premières photos officielles de Captain Marvel, qui ont donc été lâchées par Marvel, qui ont été teasées la veille justement par Brie Larson, donc l'actrice principale, Mm. Qui joue le jeu, du coup. qui Ça fait jouait plaisir. complètement le jeu en disant, donc en tweetant à Entertainment Weekly, qui est donc une grosse chaîne de médias américaine, dis donc, ça vous dirait pas de péter Internet demain, genre vers 18h? Et Tout le monde croyait on se un disait, trailer. ah non, non, c'est même pas ça, c'est que bon, je crois qu'elle était sur un autre projet, donc les gens disaient, ah, peut-être que ça pourrait être tel projet. Et Entertainment Weekly, il dit, oui, effectivement, ça pourrait être. Bon, en anglais, c'est It could be marvelous. Ouais, ça pourrait être génialissime, avec une grosse emphase sur le mot Marvel dans le mot marvelous. Donc tout le monde a dit, oh putain, ça y est, ça arrive. Et effectivement, donc le lendemain à 18h, on a eu donc les premières photos officielles donc de Captain Marvel, des photos de tournage, des captures d'écran, et donc surtout la première photo officielle du Captain Marvel en costume. Ouais. Parce que la grande crainte qu'on avait depuis les photos de tournage, c'était qu'on, sans comprendre vraiment pourquoi, on avait un Captain Marvel avec un costume qui certes ressemblait à celui du comics, mais qui était complètement vert, ce qui n'avait aucune logique en termes de coloris, en termes de motifs. Et qu'est-ce qu'ils nous font, putain, c'est pas de la motion capture, c'est pas de l'effet, c'est rien. Donc on a tous été rassurés à ce niveau-là, le costume est absolument magnifique. De toute façon, à quand remonte le dernier plantage au niveau costume chez Marvel? Je trouve que ça commence à Thor. dater. Et encore, moi j'aime toutes les versions du costume de Thor. Je suis En fait, très fan du dernier, mais même le premier, je sais pas comment ils ont fait pour le côté armuré des bras. Je sais pas quelle matière ils ont utilisé pour que le truc ressemble à de l'acier, des écailles d'acier, et que le mec puisse quand même bouger les bras en mode normal. Je ouais, sais pas. c'est-à-dire qu'effectivement, en matière d'ingénierie de couture, c'était très bon. Le seul truc, c'est que, Ah, le casque, ah bah ouais, en c'est. fait, ça me fait très mal de dire ça, c'est qu'ils sont restés trop fidèles à Jack Kirby. Jack Kirby est un génie interstellaire. Ce qu'il a fait est extraordinaire. Il y a quasiment rien acheté. C'est formidable. Je pense que le succès de Marvel tient plus à Kirby qu'à Stan Lee, mais c'est quelque chose qui est très très lié aux médias dessinés, quoi. Ah, complètement, Et c'est un truc complètement. qu'il est compliqué déjà, ne serait-ce que de faire en animation. Mais alors en film, quoi. Et donc, ils ont voulu rester fidèles au truc, et je ne peux que leur en savoir gré. Et comme voilà, le grand truc de Kirby, c'était de créer cette espèce de nouvelle mythologie, ben, ils nous ont fait un genre de péplum avec tout le drama, tout le machin, mais peut-être oui qu'ils ont pas ils ont enfin, beaucoup pensé aux médias d'origine et peut-être pas suffisamment aux médias de fin parce que j'ai trouvé que ça collait pas trop sur grand écran. Après, c'est personnel. Bah, ça reste un petit peu le débat éternel qu'on a sur les adaptations de comics. On prend des adaptations comme Sin City, que beaucoup ont estimé comme étant trop proches aux comics. Ça a été la même chose pour 300, c'était la même chose pour Watchmen. Parce qu'on parle du découpage aussi. On parle Là, moi, je aussi. parlais juste du cara design, hein. Oui, non, oui, juste du Mm. chara design en termes purement visuels. Après, voilà, Parce que c'est effectivement, vrai il que y a le, 300, c'est plan par plan. c'est du plan par plan. Sin City, c'était pareil. C'était juste, on prend le machin. Limite, il avait juste pris des cases de la BD qu'il avait calé sur de la pellicule et c'est réglé. Ce qui est un exercice de style intéressant. Ah Mais il oui, faut pas oublier que le travail d'adaptation, bah, ça peut laisser des auteurs exprimer leur propre version de ces personnages-là, et que c'est le principe des comics, quoi. C'est ah que un complètement. personnage de comics va dire ce que son auteur a envie de dire dans certaines limites, et enfin voilà, Ah, avec complètement. tel personnage correspondant à tel sujet, mais Ah, tout à fait. Mais après, voilà, ça c'est un sujet, un tout autre débat, c'est que la grande différence, la grande différence qu'il y a entre le comics et le cinéma, c'est que le comics, tu as en soi, en tant que lecteur, le choix de ton rythme de lecture. ouais, Tu peux très bien choisir de passer un quart d'heure à décrypter une case avant de passer à la suivante. Le cinéma, tu ne peux pas. C'est le cinéma. Le film, il fait 1h30, il fera 1h30. Tu peux t'amuser si tu veux à faire pause, mais quand tu vas dans la salle de cinéma, tu peux pas t'amuser à faire pause toutes les 15 secondes pour décrypter le décor, etc. C'est tu as un rythme qui va être dicté par le média en lui-même. Et, et je pense que c'est un petit peu le souci. Je pense que c'est pour ça que malheureusement c'est mon cas. J'adore le dessin d'Alex Ross. Je déteste mm, ces histoires. ouais. C'est Alex Ross est pour ceux qui ne connaissent pas, est un dessinateur américain qui a la particularité d'avoir un dessin qui
dans le même cadre, va frôler à la fois la peinture qui mériterait d'être au Louvre et juste la scène photographiée. Oui, c'est-à-dire que c'est un éclairage qui est très proche de la photo et en même temps une saturation des couleurs qui fait vraiment penser à une peinture Renaissance un petit peu Très comment divine dire, en fait. Il a une ouais. manière très, très, très divine de représenter les super-héros. Pour ceux qui, pour parler un petit peu de technique, c'est vraiment des canons à 9 corps, à 9 têtes, donc c'est-à-dire que le corps fait 9 fois la taille de la tête, etc. Des proportions donc démesurées, mais démesurées, voilà, dans le sens de l'épique. Et du coup, tu retrouves comment dire, tu retrouves les proportions de Michel-Ange, des trucs comme ça, beaucoup de contre-plongées Voilà. pour faire comme si tu regardais le David. Enfin, tu vois, le principe du David de Michel-Ange, c'est un personnage qui est connu pour être petit, chétif, tu le fais gigantesque et très musclé parce que voilà, comme si tu représentais visuellement son esprit. Et qu'est-ce que c'est ce principe-là, sinon le scénario de Captain America? C'est-à-dire qu'on a un mec qui est complètement chétif, mais qui a une volonté, un patriotisme, une motivation, un truc comme ça, qui fait de lui un surhomme. Et le super sérum, c'est une excuse scénaristique pour lui faire avoir physiquement l'apparence que son mental pourrait suggérer. Et voilà, et des mecs comme Kirby aussi, mais effectivement Alex Ross, c'est des gens qui ont ce côté-là pictural. Tu parlais de Suck My Geek la dernière fois, dans Suck My Geek, vous Ouais. avez une comparaison entre le boulot de Jack Kirby et celui des gravures de Gustave Doré. Ça indique aussi un certain côté figé, parce que quand tu t'inspires de gens qui font des peintures ou qui font des sculptures, et ben voilà, Jack Kirby, les mecs sont quasiment toujours face caméra, j'allais dire, face à la case, etc. Et c'est des poses qu'ils prennent. Et du coup, c'est difficile d'imaginer le mouvement qu'il y a entre ces cases, qui est le travail en fait du lecteur, qui était peut-être pas le même, j'étais pas là évidemment, dans les années 40 et les années 50, où le cinéma était moins présent et donc on pensait moins en termes de mouvement. C'est pas faux. Et ça a très bien été théorisé par un type dont je vous conseille très bizarrement plus les guides que les bandes dessinées elles-mêmes, qui s'appelle Scott McCloud, et qui a écrit, je crois que c'est Making Comics ou des trucs comme ça. Le problème de ces titres, c'est que, genre faire de la bande dessinée ou des choses comme ça, c'est que vous les voyez, vous avez l'impression que ça va être le guide du genre apprenez à dessiner les mangas à tête de chat, tu vois, en 10 leçons, etc. En fait, le mec est un profond érudit du médium bande dessinée au sens large, comics, bande dessinée franco-belge, manga, et enfin, je te les passerai, du coup, tu verras, Ah, c'est carrément. remarquable. Et il parle de ce langage-là, du langage séquentiel, comme il disait, de la BD, tel que ça a été voilà, théorisé par le mec qui a fait The Spirit, et ça m'emmerde d'avoir oublié son nom déjà. Enfin bref, voilà. Du coup, des types comme ça, euh, quand on arrive dans le médium cinématographique, quand vous avez Steve Ditko qui fait son Spider-Man avec des positions improbables d'une case à l'autre, il faut s'imaginer ce qui se passe dans les deux cases. Parce qu'on va pas faire un cut toutes les secondes, Non. c'est pas un trailer de Michael Bay. Et, de- et donc, il faut voilà, imaginer ces mouvements-là qui sont irrationnels, surhumains, et qui pourraient potentiellement être ridicules. Et indépendamment du talent des artistes de base, il y a des gens qui, tu vois, on parlait de Jim Lee la dernière fois, je pense que Jim Lee, ça s'adapte très bien sur le côté poseur, il est là, c'est qu'il y a un rythme, il y a quelque chose, parce que ce type-là est arrivé avec beaucoup de connaissances en termes de cinématographie, de mouvement, etc. Parlons pas enfin, voilà, des Bruce Timm et autres qui eux font de l'animation. Mhm. Donc tu peux très bien imaginer le mouvement de ces gens-là. Et Jack Kirby, qui est mais pas du tout moins talentueux que ces gens-là, à mon avis même beaucoup plus talentueux que ces gens-là, a un langage qui est tellement spécifique à la BD que lui, c'est beaucoup plus difficile à rendre, un en termes de mouvement, et deux en termes de chara-design, dès qu'on se met à parler 3D, comment le type il vit dans son costume, et voilà, tout de suite ça pourrait avoir l'air ridicule, ce qui n'enlève rien à l'œuvre originale. Voilà. Mais voilà, pour clôturer la digression, voilà, ça reste la particularité qu'il y a, la difficulté qu'il y a donc d'adapter un comics en film ou un autre média dans lequel la liberté du lecteur, la liberté de rythme est complètement enlevée au lecteur, en tout cas au spectateur, c'est d'arriver à adapter ça. Donc voilà, c'est une sorte d'équilibre un peu bâtard à trouver et ça restera toujours une sorte de... Bah, ça restera toujours quelque chose de compliqué, C'est une compliqué à gageure, porter. hein. Ah, complètement. C'était Warren Spector quand il avait adapté, quand il avait fait Epic Mikey, qui avait donc adapté Mickey en jeu vidéo. Ça avait déjà été fait, mais la plupart du temps en 2D.
Et là, c'était une adaptation 3D qui se voulait très fidèle parce que ça parlait de Oswald de Lapin, de Steamboat Willie, enfin vraiment des premiers trucs de Mickey, etc. Et il a dû faire. C'était pas des particules, non, je crois que c'était Billboard ou des trucs comme ça. Et dû adapter une technologie spéciale pour que bah, Mickey, quand il tourne la tête, ses oreilles restent face à la caméra, puisque c'est ce qui se passe Ah oui, oui. dans la bande dessinée. Effectivement, elles sont toujours dans la même position, peu importe. Ouais. Et donc voilà, ça demande des efforts. Enfin, si on veut arriver à rester fidèle, ça demande des efforts. Mais parfois, comme on l'avait dit sur Deadpool, la fidélité, c'est paradoxal, demande beaucoup de changements parce que la fidélité, ça veut dire, ben, si, ça peut vouloir dire chez certains reproduire exactement à l'identique, ou Mhm. ça peut vouloir dire, ben, on avait quelque chose qui a utilisé le langage BD de cette façon, ben, nous on va faire la même chose avec le langage cinématographique. Et du coup, il faut faire cette traduction-là. Ou le langage vidéoludique, qui, tu parlais du timing pour le Mhm. film, de la vitesse, etc. Là aussi, c'est très différent. Ah oui, alors Tu complètement. vois, en termes de vitesse et de déclenchement, de type d'histoire qu'on peut raconter, donc moi je fais de la narration interactive, c'est mon métier, et clairement quand je discute avec des gens qui écrivent des bandes dessinées, des pièces de théâtre, etc., on n'a pas le même métier, quoi. C'est pas les mêmes méthodes, pas les mêmes outils, pas les mêmes préoccupations et pas les mêmes questions qu'on se pose. Mhm. Ami, je te propose de garder le côté jeu vidéo pour les news suivantes dont on a parlé juste avant. Donc voilà, juste pour clôturer la news en question. Donc voilà, on a tous été rassurés de voir que Marvel ressemble à Captain Marvel, que le costume est absolument superbe. J'avais complètement zappé que Jude Law faisait partie du casting du film. Je me rappelais qu'effectivement Captain Marvel était censé se passer dans les années 90, donc que Ronan l'accusateur devait en faire partie, que le personnage de Jimon Onsu devait lui aussi en faire partie. Je ne savais absolument pas par contre qu'il devait faire partie de la même équipe que Captain Marvel et de Marvel, donc joué par Jude Law, donc plein de nouvelles en ce qui me concerne, et donc le gros côté rassurant du non non mais c'est bon, les couleurs du costume sont bien là, tout va bien, on se rassure. Bon maintenant, on espère qu'on va pas devoir attendre 6 mois avant d'avoir une bande-annonce, Hmm. parce que ce serait quand même un petit peu chiant, même si bizarrement, alors je sais bien que l'après Infinity War c'est quand même particulier pour Marvel, vu à quel point il faut rien spoiler, il faut rien révéler ni quoi que ce soit, il faut rester aussi secret que possible, mais le sort de secret absolu, le silence radio auquel on a depuis Infinity War, ça fait un peu bizarre. Donc content de voir que Captain Marvel avance et qu'elle a l'air absolument génialissime. Est-ce que j'ai le droit de dire qu'en 2018, on était plusieurs à avoir oublié Jude Law? Ouais, ouais, Ça, ouais, ça faisait un petit ouais, moment. ah non mais carrément. Après, pour ce qui est du silence, tu sais, on dit qu'après une symphonie de Mozart, tu fermes les yeux et le silence qui suit est encore de Mozart. Et ben, je me demande si le silence qui suit est pas encore de Infinity War, tu vois. Ah c'est pas impossible, Il y avait ce côté choquant et justement avec le son très assourdi à la fin du film. on attendait que la poussière retombe. Ouais. Et il y a besoin d'un moment, tu vois, pour un peu faire son deuil, attendre en se disant, mais qu'est-ce qu'ils vont nous préparer, qu'est-ce qu'ils vont nous préparer. C'est ça. Et en plus, je parlais de la saturation potentielle tout à l'heure. Mhm. C'est pas mal de laisser les gens respirer aussi. C'est pas surtout après un aussi gros coup qu'Infinity War, hein, Et après, 3 coups d'affilée. ah oui, Tu vois, après trois après, coups, hein. ouais, ouais, Black Panther, Et encore, et Infinity encore War, non, The je dis ça Wasp, mais non. Oui, on a eu The Wasp c'est ça. qui est passé complètement inaperçu après Infinity War et avant Captain Marvel, donc ce qui est très con parce que de ce que j'ai compris, apparemment il était pas si mal que Il est ça. pas mal, hein, moi j'ai vu. Je l'ai pas vu, Et je ben, l'ai on en toujours pas vu. parlera, ouais, prochain coup. Il a l'air pas mal du tout. The Wasp a l'air sacrément bien adapté. De ce que j'ai compris, Evangeline Lilly s'en sort pas mal du tout pour le personnage. Ouais. Donc c'est. Limite, je me sens mal, putain, c'est la deuxième fois que Ant-Man, et pourtant qui est un personnage intéressant et bon, très sous-employé dans le MCU, mais qui est pourtant très intéressant dans la bande dessinée, et ça fait 2 fois que les mecs passent complètement à l'as en termes de planning. Ils passent Ah, complètement à côté, on te met entre deux trucs, entre deux plus gros machins, histoire de c'est combler un pas petit entre peu. deux, c'était après. Black Panther, Infinity War, puis Ant-Man. Puis Ant-Man, ouais, mais Ouais. il tombe juste après Oui, c'est Infinity ça. War. C'est difficile de passer après Infinity C'est War. difficile de passer. Je me demande si c'est pas calculé. Parce que ça me rappelle évidemment le Ubisoft fin 2003 qui sort Prince of Persia, je sais pas quoi d'autre, et Beyond Good and Evil. Alors forcément, le truc arrive pas à exister. Ça, je pense que c'était une erreur. Oui, Enfin, carrément. ils s'en sont d'ailleurs un peu repentis. Mais là, je sais pas, peut-être qu'ils avaient pas forcément très confiance dans le truc. Ou peut-être aussi, Peut-être je les me chiffres du souviens. premier qui les ont pas mis en confiance, qui se sont dit est-ce que ça vaut le Ouais. coup, il faut qu'on lui fasse une suite, il faut qu'on introduise Wasp, mais est-ce que Ou on n'est bien pas c'est sûr le, d'avoir le. c'est le miroir de Ragnarok. C'est-à-dire que C'est pas Ragnarok, on avait impossible. une comédie totale, Ouais. vraiment burlesque, what the Assumé, fuck, dans tous les assumé. sens, les couleurs saturées. Waititi, moi, vraiment, est rentré dans,
dans mon viseur. J'aimais déjà beaucoup ce qu'il faisait, mais maintenant je vais vraiment surveiller. Loki, regarde qui Et c'est. Je crois que ça reste mon gag préféré. Au-delà du c'est mon collègue de boulot, ça reste la tête de Loki et Thor qui tout content. Regarde qui c'est. C'est le mec qui t'a défoncé la gueule. et justement, d'ailleurs, à l'instar d'Evangeline Lilly, quelqu'un, Chris Hemsworth, qu'on connaissait pas au début pour son talent de comique, qui Non. depuis Ghostbusters et Ragnarok, maintenant on se dit vaut mieux qu'il fasse que ça. Evangeline Lilly, c'était pareil, elle a dit elle-même qu'elle a arrêté le showbiz après Lost, parce qu'elle avait chialé pendant six saisons face au personnage, Ah oui. et que ça lui convenait pas, et qu'elle elle était beaucoup plus quelqu'un de délirant, je la connais pas évidemment. Et écoute, ouais, elle cabotine bien en tant que Wasp, ça rend bien. Et du coup, tu avais cette comédie, et c'était d'ailleurs, on parlait de Kevin Smith tout à l'heure, je crois que c'était, non, c'était Bernardin, je crois, qui disait, bah voilà, ils nous mettent un truc vraiment rigolo et tout, à la fin des scènes post-génériques, on se rend compte que c'était peut-être notre dernière occasion de rigoler. Oh Effectivement, merde. Infinity War arrive, Ah, ça, ne me spoil pas les scènes post-génériques de Wasp, s'il non, te non, plaît. non, je vais pas parler de Wasp du tout, S'il te plaît. je parlais de la fin de Ragnarok. Infinity War Ah oui, arrive, exact, exact. reprend juste après Ragnarok, et on se dit, effectivement, c'était plus le moment de rigoler. On s'est C'était arrêté juste avant la fin du rigolement, ouais, la dernière blague. là, et du coup, Ant-Man et the Wasp, sans spoiler parce que c'était déjà le cas du Mhm. premier, ça reste une comédie. Oui. En fait, moi, je compare, pas du tout en termes de style, bien sûr, mais en termes de procédé, un peu ce que fait Marvel avec ce que faisait Kubrick, alors, le grand écart. Je sais plus dans quelle interview c'était où Kubrick expliquait qu'il a essayé de prendre un film par genre. Il y avait un film de science-fiction, il y avait un film de KPDP, il y avait un film érotique, Eyes Wide Shut, etc. Et d'apporter sa patte. Et Marvel, c'est un peu pareil, quoi. Il a son péplum, on disait, c'est Thor. Il a son feel good. Il a donc ça, enfin, comment dire, Ant-Man, c'est un peu sa comédie familiale, quoi. Un petit peu, oui. Et donc, le côté léger, juste après le triple A blockbuster épique de Avengers, en fait, ça fait un contrepoids qui est pas mal. Et je pense qu'ils se sont dit qu'avec la population qui regarde Ant-Man, c'est des gens qui, de toute façon, regarderaient un film Marvel tous les 15 jours, quoi. Et du coup, c'est pas forcément, comment dire, autant que celui qui suive Avengers, ce soit pas une des licences majeures. Ça veut pas dire que le film est pas bien ou intéressant, si Non, tu veux. non, Mais non. c'est clairement pas Spider-Man, Iron Man, machin. Ouais. Ça aurait été très dur de suivre Avengers avec Iron Man. Là, tu fais la petite comédie à la fin. Ouais, non, du coup, je vais pas spoiler, mais tu fais la petite comédie après le grand drame et tout, histoire de dire, c'est pas grave, c'est quand même rigolo, c'est quand même un film de super-héros. On se Et après, détend. voilà, silence radio et on vous prépare la prochaine vague. Ouais, ouais, carrément. T'avais d'autres news? Oui, une petite qui est littéralement tombée aujourd'hui, ce qui m'a un petit peu attristé. C'est que d'un côté, effectivement, Marvel cette semaine nous sort les premières images de Captain Marvel, elle est belle, et machin, ça a l'air cool, on attend que ça. Et de son côté, aujourd'hui, il semblerait que, alors je crois que c'est le Hollywood Reporter qui a été, qui a annoncé qu'apparemment Warner Bros. Songerait à remercier Henry Cavill pour le personnage de Superman. Donc à continuer leur Worlds of DC, vu que c'est maintenant donc le nom équivalent au Ouais. Marvel Cinematic Universe, mais sans Henry Cavill dans le rôle de Superman. Donc Jason Momoa resterait pour Aquaman, Gal Gadot pour Wonder Woman, j'ai oublié son nom pour Flash, C'est passé Ezra trop Miller. vite. Ezra Miller pour Flash, mais apparemment, il y en a deux qui seraient en train de sauter. Ça n'a pas été confirmé pour l'instant, mais Ben Affleck serait bel et bien en train de sauter pour Batman. Sauf que lui, je crois que c'est volontaire, non? Je crois que c'est volontaire, mais apparemment, Henry Cavill, c'est un peu pareil. D'accord. De ce que disait l'article, en fait, il y a eu des soucis de planning pour une apparition qu'ils voulaient, enfin, qu'ils essayaient de mettre en place pour que Superman apparaisse dans Shazam, ce qui finalement ne s'est pas fait. Et Warner serait en train de lancer un nouveau projet Supergirl, qui n'aurait aucun lien avec la série, mais partirait sur l'enfance en fait de Kara Zor-El sur Krypton, qui fait que à cette époque-là, le petit Kal-El, il était bébé. Et on voit quand même mal Henry Cavill de jouer, nous faire un poupon, Mm. ce qui serait quand même curieux, mais donc ce serait quand même très très C'est un particulier. gros poupon. Ah, c'est un grand poupon C'est le déjà. bébé à moustache. Si seulement, si seulement.
Et donc voilà, quoi, c'est un petit peu la news qui fait que Ok, donc vous ne savez vraiment, vraiment pas dans quelle direction vous allez, les mecs. Enfin, surtout, ce que je me dis, c'est vous savez pas ce qui va pas dans vos films, parce que Ah j'ai non! rien à lui reprocher à ce type, hein. En soi, non, non, l'acteur est très bien. Je n'aime pas le Superman qu'ils lui ont fait incarner, parce que pour moi, le Superman de Man of Steel, Batman vs Superman et Justice League, c'est pas compliqué. C'est l'incarnation d'un quart de CRS. Pour moi, Superman dans la bande dessinée et dans toutes les visions qui ont été faites, l'élément principal de Superman, c'était que c'est un protecteur, c'est le bouclier de l'humanité. C'est s'il est à côté de toi, tu ne crains rien. Dans les trois derniers films, Man of Steel, Batman vs Superman et Justice League, si Superman est à côté, tu sais qu'il va t'arriver une merde. C'est Alors, un quart de CRS. S'il est là, c'est que ça va chier. moi, la façon dont j'ai interprété le truc, c'était qu'il partait du Superman de Miller, où c'est en fait c'est une arme de dissuasion, enfin c'est une arme de destruction massive qu'ils opposent aux soviets, puisqu'à l'époque il y avait encore l'URSS, en disant Absolument. vous nous faites chier, on vous lâche Superman. Donc il est quand même côté américain. Ce à quoi Dr. Manhattan avait été une magnifique petite réponse C'est de la part d'Alan Moore. exactement, Pour ceux qui voilà. l'ignoraient, effectivement, dans Watchmen, Dr. Manhattan était une belle petite allégorie sur le personnage de Superman et ce qu'il aurait pu être s'il était tombé dans les mains du gouvernement, en tout cas du point de vue d'Alan Moore. Jusqu'à ce qu'il en ait marre et qu'il se barre. Mais justement, avant de devenir ça, il reste quand même quelqu'un de pas de chez nous. Et le pas de chez nous aujourd'hui, alors on n'a pas inventé le racisme en 2018, hein, mais le pas de chez nous aujourd'hui, ça a quand même certaines connotations, etc. Et quand ce type-là, je me rappelle c'était dans un doggy bag, là, les comics, quand voilà, vous avez un type qui est d'habitude, enfin c'est une minorité, c'est la plus grande minorité du monde, quoi, les Kryptoniens. Il y en a un sur Ah, Terre, clairement. et les minorités qui sont généralement oppressées, qui se sentent pas chez elles, etc., qu'est-ce qui se passe quand ils ont le pouvoir d'un dieu? Et forcément, avant de devenir un protecteur, peut-être qu'ils voyaient sur le long terme, enfin en tout cas c'est ce que je m'imagine, tu vois, Hmm. il y a forcément le moment de réaction où arrêtez de me dire quoi faire. Je dépends pas de vos lois. Oui. Je suis littéralement au-dessus. J'ai pas envie d'embêter le monde, parce que globalement c'est quand même plutôt un bon gars, mais j'ai pas non plus envie que le monde m'embête ou essaie de décider dans Mhm. quelle direction je vais devoir aller, quoi. Et donc il y a ce côté un peu paumé, un peu adolescent, etc. Ça aurait pu ne pas être mal fait, si tu veux, mais Je suis parfaitement d'accord. Et du coup, si ça avait été bien traité ou bien expliqué, ça aurait pu effectivement avoir une magnifique explication dans pourquoi la confrontation entre Batman et Superman dans le film, à savoir la magnifique justification qu'avait eu, bah, encore une fois, on part sur le Batman de Miller, comme tu disais, le Superman de Miller, qui fait que la confrontation, la finalité de la confrontation entre Batman et Superman, donc dans The Dark Knight Returns, qui était, je voulais juste te rappeler que l'être humain, s'il veut, peut te mettre à plat. hmm. On oublie complètement ce qui a été fait dans le film, à savoir le fait je veux le buter parce qu'il est dangereux, et on part juste sur le fait non, je veux juste t'expliquer que si je veux, si elle veut, l'humanité peut te foutre plus bas que terre. Hmm. Arrête de te la péter, arrête de te croire plus grand que nous, si on veut, on te défonce. Maintenant tu vas nous respecter, et on va pouvoir avancer plus sainement. Bon, finalement, ils sont partis sur le côté il a pété les buildings. Alors, c'est pas lui qui a pété le building, mais il a tué des gens. Oui, bah, tes mecs, t'as le building qui pète partout, la vie qui tombe, et ils se disent qu'est-ce qu'on fait? On fait des heures sup? Au bout d'un moment, c'est que les employés ils sont cons, c'est pas leur faute. Et ta seule réponse c'est je vais le buter, sauf s'il prononce le nom de ma mère. Et là, je sais Oh le troll. pas. Non mais indépendamment de ça, il y a eu quand même beaucoup de Batman qui justement, enfin voilà, avaient forcément des plans de contingence, même alliés avec Ah, Superman et même mais très tout copains. à fait, sauf que là, c'est pas le plan de contingence, c'est son plan A. C'est le plan Oui, A, je vais oui. le buter. Non, mec, logiquement, c'est le dernier truc au cas où t'as pas réussi à l'arrêter avant. Même dans le Ouais. comics, enfin, le buter, c'est le dernier truc. Ce qui m'emmerde, c'est que je pense que c'est logique par rapport au Batman qu'il voulait faire, mais sauf qu'on connaît pas le Batman qu'il voulait Et on faire. connaît pas ses motivations. C'est Exactement. ça qui est horrible. Mm. On aurait effectivement bien développé, bien écrit ce Batman-là, que moi, Batman vs Superman, j'ai détesté le film pour un million de raisons. Mais s'il y a une chose que je dois sauver, ça reste quand même l'interprétation de Ben Affleck dans, dans Batman. Pas forcément Bruce Wayne, et encore si, même son Bruce Wayne, c'est juste que en fait, j'ai du mal à passer le je cherchais les toilettes. J'ai du mal à me remettre de cette putain d'excuse du je joue le mec bourré qui cherchait les toilettes alors que t'es où? T'es au milieu des serveurs informatiques de chez Luthor. Et le pire, c'est que j'estime que, d'un point de vue purement cinématographique, ça fait 20 ans qu'on la fait plus cette blague. Ça fait 20 ans qu'elle est plus acceptable. Et
pire que ça fait 20 ans qu'elle ne marche plus au cinéma, je suis désolé. La meuf, elle voit le mec au milieu des serveurs informatiques, je cherchais les toilettes. Non, non mec, non, ça marche pas. À la limite, il aurait tenté de la draguer en mode je vais vraiment jouer le mec bourré. Et puis Pour, c'est Bruce Wayne. et c'est Bruce Wayne, et j'essaie de la charmer, machin. Et tu joues sur le côté, Bruce Wayne, c'est un charmeur de fou, il arrive à la draguer 2 secondes et à lui faire passer le fait que je suis au milieu des serveurs informatiques en train de bidouiller des trucs. Ne fais pas attention, meuf, tout va bien, c'est pas un problème. Tu veux le voir avant le câble Ethernet. Voilà, y a pas de problème, je vais te faire une connexion USB 3, tu vas me dire des nouvelles. Mais non, même pas, c'est juste je cherchais les toilettes et ah bah c'était à gauche. Putain, non, non les mecs, ça fait 20 ans Alors, on a le droit à mieux. le truc, c'est que comme d'habitude, ils ont le cul entre deux chaises. Ils ont pas choisi quel Bruce Wayne ils voulaient. Parce qu'il y a le côté bourru, grognon, un peu vieillissant et à la fois baraqué de De Frank Miller, Miller. Mais ce qui est intéressant, qui reste à l'évidence leur référence vu comment ils ont vendu une le de leurs film et références présenté en le tout film. cas, ouais, une de leurs références majeures, mais le problème, c'est que tu peux pas avoir un héros sans défaut. Et la partie la plus intéressante du Batman de Miller, c'est que c'est un gros facho. Absolument. C'est le type se dit, ok, un type qui est un milliardaire, qui pourrait, j'ai vu troller sur Reddit là, ah dis donc, c'est un milliardaire, au lieu de redistribuer les richesses, il devient. Ben oui, mais justement, quelqu'un qui choisit de prendre la loi entre ses mains, etc., c'est ou quelqu'un de désespéré comme Daredevil qui essaye la voie avocat, machin, et qui se rend compte que ça marche pas, Mhm. ou bien quelqu'un qui se dit, mais en fait, au bout d'un moment, j'en ai besoin, quoi, de casser des gueules et de faire des trucs comme ça, et il n'y a que moi qui ai raison, et je sais comment le monde doit marcher. Et voilà, c'est un espèce de dictateur en puissance, sauf enfin, il préfère déranger le pouvoir jusqu'à ce que ce soit celui qui lui convienne, plutôt que de prendre le pouvoir lui-même, quoi. Parce qu'il aime quand même rester un minimum dans l'ombre. Donc il y a une part de flemme en fait. Alors oui, je veux changer Non, les choses, mais je veux pas que ce soit moi qui le fasse, ok? pas de flemme, mais je Je veux pense pas qu'il a, gérer après. il y a une part de masque, quoi, tout simplement. Ah, C'est-à-dire complètement. que voilà, t'as le classique truc que, en fait, Bruce Wayne, c'est le faux et que Batman, c'est le vrai. Mais du coup, voilà, tu as ce Batman-là, et tu as le Batman de l'âge d'or, de 66, des années 90, etc., qui fait Le des vannes. Playboy, Le Playboy qui fait des vannes. bah, le Don Diego de la Vega, c'est pas compliqué. Pour moi, c'était ça. C'était vraiment le dichotomie. Mm. Pour moi, Bruce Wayne, c'est vraiment ça. C'est le mec qui essaye en permanence, quand il joue Bruce Wayne, qui donc, de mon point de vue en tant que fan, est le véritable masque. Pour moi, lorsque les parents de Wayne sont morts, Bruce Wayne est mort et Batman, d'une certaine manière, en tant que psyché, est né dans sa tête. Et le masque de l'être humain, le masque du Playboy, le masque qu'il va, le visage qu'il va présenter au monde en tant que personnage public de Bruce Wayne, est un personnage factice, est un masque qu'il porte pour passer inaperçu. Et dont il va forcer les traits, tout comme Clark Kent le fait Mm. pour paraître faible, paraître insoupçonnable, etc. Bruce Wayne le fait en paraissant frivole, playboy, surtout Non. inoffensif en termes physiques. Mm. Je crois que c'était je ne sais plus dans quelle bande dessinée c'était, il se retrouvait à, je sais pas, je crois 2 ou 3 heures du matin après un gala, il suivait raccompagnait une fille et se retrouvait dans une supérette qui se faisait braquer. Et on avait une magnifique scène qui m'a beaucoup rappelé ce que Marvel avait fait avec l'agent Coulson dans le Mm. court-métrage qu'ils ont fait où l'agent Coulson allait chercher Mjolnir. Ou à savoir, bah, il fait tomber un petit truc de ketchup, il va faire semblant de marcher dessus, plaf, ça va mettre du ketchup dans la gueule du mec avec le flingue, hop, il fait bouger un truc, ah bah mince, le flingue il est tombé, ah bah, voilà, oh zut, bah j'ai réussi à désarmer le mec, mais j'ai pas fait exprès, parce qu'il faudra surtout pas qu'on se rende compte que, bah Mm. non, non, en fait, Bruce Wayne il sait se battre. Et justement, entre ces deux Batman-là, ils n'ont pas choisi. Je me rappelle d'un truc que Stanley disait quand on est au début de l'âge d'argent, là, dans les années 50 et tout. Marvel émerge et commence à avoir énormément de succès et commence à dépasser DC. J'ai failli dire DC Comics, je me serais fait taper dessus. Euh, et à ce moment-là, il avait des potes au conseil d'administration de DC, et les mecs disaient, bah, ils savent pas quoi faire, quoi. Ils essayent tout. Donc, du coup, ils analysent les couvertures de Marvel et ils disent, ah oui, mais Marvel, ils mettent plus de phylactères sur les couvertures. Ah bon, bah, on va mettre des phylactères. À ce moment-là, Stanley, comme lui, il a des potes dans le conseil. Du coup, il enlève toutes les bulles sur les couvertures. Ah oui, mais on a analysé leurs Il est couvertures. Il y a taquin. plus de rouge sur leurs couvertures. Du coup, l'autre, il fait des couvertures, il y a plus de rouge, tu vois. Juste histoire de leur montrer, non, mais en fait, ça n'a rien à voir. Plus j'en apprends sur ce mec et plus je le kiffe. C'est un gros troll, hein, en vrai. Et non, mais du coup, ils reprennent ces schémas-là, tu vois, où ils arrivent après le MCU. Bon, dans le comics, ils étaient arrivés avant, mais ils arrivent après que le MCU vraiment ait explosé et eu beaucoup de succès et tout. Et les types se disent, bon, qu'est-ce qu'il faut faire?
Faut faire des trucs sérieux, ouais, ça marche pas. Marvel, ils font de la comédie. Bon, bah, on va mettre un petit peu de comédie. Ça marche pas. Ouais, ils font des trucs dark aussi, Logan et tout. Bon, bah, on va essayer de faire des trucs dark et tout. Moi, j'attends le DC Rated R. Voilà, puis après, leur équivalent Ah, je te cache pas qu'un Lobo interdit Mais au oui, moins de 16 serait juste monstrueux. on va avoir leur Sauf que, équivalent. sauf que pour moi, ils ont déjà casté l'acteur parfait, c'est très con. Ils ont déjà foutu dans Momoa. Black Adam, c'est Ah dommage. non, je pensais que tu peux dire, t'allais dire Momoa. Ah, j'avoue. Non, non, mais vas-y, tu pensais qui? Je pensais à The Rock en termes physiques, mais non, non, Ah ouais, Momoa serait beaucoup mieux. ouais. Effectivement, enfin, Parce Momoa, que, c'est pas compliqué, c'est qu'il y a juste à mettre un petit peu de maquillage et puis c'est réglé. Il a déjà le physique, il a déjà la ouais, gueule. euh, la mentalité un peu. Mais, 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 Oh. mais oui, voilà, ils vont faire leur Ragnarok. Peut-être ils vont essayer de le faire avec Aquaman, justement, le côté, les couleurs pétantes, le Je pense machin, que le ce sera truc. plutôt Shazam, ça. Je pense que Shazam sera Ah, le plus leur. Bah, on a quand même un personnage qui est un enfant dans un corps de Dieu. Donc le justement, côté léger, je pense qu'on aura des moments sombres, mais tel que j'ai vu la bande-annonce, et pourtant Dieu sait que je l'ai trouvé très mal faite, parce que en termes de son, j'ai trouvé le montage absolument infâme. Quand on te montre une comédie avec une musique à la Michael Bay, je dis, bah non, c'est drôle ou c'est dramatique votre film? En fait, j'ai pas compris. Les blagues sont dramatiques en fait. C'est moi qui ai pas compris. Donc je pense mais que ce sera plus ça. ah, moi j'aurais vu le Shazam vraiment comme le Ant-Man, justement, parce que en côté adolescent, Paul Rudd il se pose là, tu vois. Ah, pas faux. Et c'est un peu le côté parfaitement immature, mais pas la même Ah, immaturité peut-être que bien. Tony Stark, tu Ouais, peut-être vois. bien. C'est vrai que Aquaman a déjà été présenté dans Justice League comme un personnage plutôt léger. Je pense Ouais. qu'ils vont lui donner de la profondeur. Enfin, j'espère qu'ils vont lui donner de la profondeur. Plutôt léger, et c'est Et j'ai cru. théoriquement un des plus puissants du cast, hein. Oui, et on m'a fait remarquer, Pareil pour Thor, tu vois. on m'a Donc, fait remarquer en plus que apparemment dans la bande-annonce, il aurait son costume rouge et, ah non, il l'a. Le orange et vert. jaune est, ouais, ouais. Je l'ai même pas fait gaffe, je l'ai même pas Ça. vu. Alors la Et question c'est est-ce qu'on va avoir droit à la véritable histoire d'origine avec son emprisonnement en tant que et l'explication du costume parce que j'ai un ami qui m'avait expliqué pourquoi c'était un sacrilège du fait que Aquaman n'avait pas son costume orange et vert, qui de ce qu'on m'avait expliqué dans l'histoire en fait était donc effectivement un descendant à la fois de la reine des Atlantes et d'un être humain et qui lorsqu'on lui a dit de monter sur le trône à la mort de sa mère, il dit bah écoute non mon gars t'es un être humain t'as pas à être là et qui s'est fait foutre en prison au bagne donc atlantéenne, et on lui a mis donc cette tenue orange et verte qui est la tenue des bagnards. hmm. Et la raison pour laquelle il l'a gardé en tant que costume donc d'Aquaman une fois qu'il en est sorti, qu'il a eu le trône d'Atlantide, ça a été le fait que garder ce symbole du je sais par où je suis passé et je veux me rappeler de mon voyage initiatique de par le bagne, par la prison, etc., pour ne jamais oublier d'où je viens. Ils ont été, non, ils ont été, enfin pour le coup, honnêtement, le trailer d'Aquaman m'a plu pour ça, c'est-à-dire que même, la Rey Manta, là, ils lui ont gardé une tête de Rey Manta. Black Manta, ah, mais complètement, Ouais, ils ont vraiment gardé le costume, et pourtant Dieu sait qu'il est ridicule dans le Dieu sait comics. qu'il est Mais ils ridicule. l'ont gardé. Et alors, ça a l'air de contredire ce que je disais Espérons sur. qu'il restera pas 30 secondes en mode non, je vais changer de casque finalement. Exactement, et qu'il arrive avec un look un peu différent après. Mais, tu vois, ou comme Daredevil, où il a le costume qu'à la toute fin, ou quoi. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça a l'air de contredire ce que je disais sur Thor tout à l'heure. Le problème de Thor, c'était pas seulement les costumes Kirbyesques, un peu ridicules et tout, c'est que derrière, ils ont essayé de nous faire chialer et de nous faire un espèce de grand truc épique et tout. Alors qu'ils ont un cast, putain, Loki, Odin, etc., c'est que des acteurs qui savent faire de la comédie. Ah, clairement. Et donc, dans Aquaman, ça peut aller de garder les costumes originels, c'est un très beau, du très beau fan service, mais tu peux pas t'attendre à ce que ça soit pas ridicule, quoi. Et ridicule ne veut pas dire que t'as pas de moment épique, et pour ça, Ragnarok, c'est un cas d'école. Ah, complètement, complètement. Quitte à avoir une musique, tu disais, alors pour le trailer, je suis d'accord avec toi, mais pour le coup, une musique qui a absolument rien à voir avec la situation, qui est, enfin, sauf quand t'écoutes les paroles, Oui. qui est, voilà, Immigrant Song, Ah bah oui. voilà, pour foutre ça dans de la mythologie nordique, apparemment, même si Immigrant Song parle de la mythologie nordique, que justement, c'est l'histoire de ce qui va être l'immigration des Asgardiens sur Terre, j'espère, puisque théoriquement, donc la C'est moitié a vrai que je survécu. suis en train de tilter qu'effectivement Immigrant Song revient à la fin lorsque les Asgardiens montent sur le vaisseau pour quitter Asgard et vont devenir effectivement des immigrants. Et c'est techniquement une chanson qui parle des Vikings, quoi. Mais du coup, oui, cette espèce de mélange des genres, ça ne peut, enfin, Enfin, ce ça ne peut triple. déclencher que le sourire, au moins le sourire, tu vois. Ah oui, Donc, puis t'as le c'est une côté, comédie. puis en plus, ce qui est bien, c'est que t'as le côté référentiel qui va parler à ceux qui ne connaissent pas. Et puis tu vas avoir ce double, triple sens de lecture avec les paroles, avec le thème, avec tout, qui est vraiment la patte pour moi des bons Marvel. Après, c'est presque con, mais le premier Thor,
Je l'ai trouvé bancal, mais je peux pas mentir, j'ai quand même frissonné. Pour moi, j'ai vraiment découvert Tom Hiddleston Hmm, dans la scène où il découvre qu'il est en fait un descendant de Jotun, hmm. descendant donc du trône de Jotunheim. Quand il hurle sur Ronin, je l'ai trouvé d'une intensité incroyable, ce Non, il est mec. fou, ce type. Mais d'où est-ce qu'on sort ce mec? Qu'est-ce qu'il fout chez Marvel? Sérieusement, ça m'a vraiment scotché. Et l'air de rien, j'ai été touché par le retour de Mjolnir. J'ai quand même été Ouais. touché, non pas par la mort de Thor, mais par le montage et le travail sur la montée émotionnelle que Kenneth Branagh a réussi à faire sur le Mjolnir, qui accepte que, ok, c'est bon, maintenant tu mérites, je reviens et je te rends ton rôle et ta puissance. En fait, J'ai versé ma petite larmounette. j'ai trouvé que c'était un film avec une faute fondamentale à la base, mais avec beaucoup de gens très talentueux qui faisaient bien leur boulot derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont essayé de trop en faire. Ouais, possible. Ils ont essayé de tout mettre, effectivement. Et c'est un peu le problème de DC aussi. Absolument. C'est-à-dire que dans le même film, dans le même film, je vais y arriver, ils veulent un truc dark, mais ils veulent aussi de la comédie, et ils veulent aussi du fan service, mais ils veulent aussi attirer le grand public, etc. Putain, trouvez votre cible, dites-vous, ok, on fait tel type de film et faites-le, quoi. Et c'est peut-être le défaut de faire le crossover avant de faire les trucs individuels, même si dans l'idée j'aime bien. Complètement. Ça fait un espèce de... Ça casse un peu le rythme et tout, c'est chouette. Mais le problème c'est que vous ne savez pas présenter les genres. Alors que, voilà, Tony Stark, on sait qui il est, enfin le Tony Stark du MCU, on sait qui il est, voilà, le Captain, Les Captain, on sait Black qui Widow, on c'est, l'a etc., déjà etc. vu, Hulk, on connaît déjà. Enfin, il y avait ce Et on côté, connaît leurs enjeux. voilà, on connaît leurs enjeux, on sait où est-ce qu'ils se placent par rapport à l'histoire, par rapport à tout, ce qui fait que on, on- les, tous les dilemmes qu'ils vont avoir, les dilemmes émotionnels, les dilemmes moraux qu'ils vont avoir par rapport à une même situation, Hmm, on va pas forcément les attendre, mais on va les comprendre d'autant plus rapidement. hmm. C'est pour ça que moi, dans Justice League, ce qui m'a déplu, ça a été le fait que, lorsque au final le choix se fait du il faut qu'on ramène Superman, j'ai connaissant Batman, j'ai eu du mal à accepter le fait que ce soit la seule solution possible face à l'ennemi commun. Hmm. Il n'y a, pas d'autre solution dans le sens. Moi, je vais essayer ça, vous vous occupez de récupérer Superman. Si jamais moi je n'y arrive pas avec le plan que j'ai fait, on a un plan de secours. Non, c'est la seule chose, c'est la seule chose. Et ce qui m'a beaucoup déplu sur la fin du film, et au final sur la totalité de Justice League d'un point de vue image, enfin, oui, d'un point de vue image par rapport à la Justice League, c'est le fait qu'au final, sans Superman, la Justice League ne sert à rien et ne vaut rien. Le combat final, Superman arrive en mode c'est bon, je suis arrivé, plus de problème, je me le défonce, 30 secondes, hop, ah, excusez-moi, je tends l'oreille, hop, il y a des civils, bougez pas, je reviens. Les 5 autres se retrouvent comme des cons à taper sur le gros gars, sauf que le mec n'encaisse absolument rien, il se passe rien. En fait, quand Superman est là, c'est lui qui tape et il gagne. Et quand il est pas là, et bah tout le monde meurt. C'est aussi, c'est un autre défaut enfin un autre problème, quelque chose de compliqué quand tu fais le crossover avant de faire les histoires individuelles. Parce que il faut forcément un énorme problème pour regrouper tout le monde. C'était le cas aussi dans le premier Avengers. Mais le souci, c'est que si tu fais cet énorme problème-là, bah forcément, les un peu moins puissants, ils vont pas servir à grand-chose. Et si t'avais commencé par Avengers, alors déjà qu'on se fout de la gueule d'œil de faucon, etc., bah là, il aurait vraiment eu l'air inutile, lui et Romanoff. Ils Ah, auraient complètement, vraiment, ouais, complètement. ils auraient vraiment eu l'air ridicules, si tu veux. Et donc, du coup, là, faut voir ce qu'un Flash apporte à, à certaines situations très précises où on a besoin de ses compétences. Faut voir ce qu'une Wonder Woman apporte à la cohésion d'équipe. Mais, euh, Et le problème de ça, c'est que tant que t'as pas vu leur talent individuel, bah, c'est compliqué. Et du coup, là, tu te retrouves avec un mec quasi invulnérable, et donc, bah, faut un autre gars quasi invulnérable pour le taper. Et comme tu dis, du coup, Superman prend une importance c'est ça, démesurée. et le pire, c'est même lorsque le film essaye de donner des moments épiques à des personnages, pour moi, ça reste Flash qui va sauver des civils, etc. Qu'est-ce qu'on a? On a Superman qui arrive à côté et qui fait 3 fois mieux. T'es là, Ouais, mais ça sert à quoi de vous faire chier à nous montrer un exactement. personnage? Eh, vous avez vu Flash, il est bien, il court vite. Ouais, mais encore une fois, Superman, il fait mieux. Et- Après, la déification de Superman dans l'univers d'ici, j'espère qu'elle a une utilité parce que ça fait longtemps qu'ils nous l'attisent, quoi, les statues, Oh. les machins, les trucs. Donc il y a quelque chose avec Oui, même le dieu l'inscription faux Kent. Dieu est écrit en Ouais, peinture rouge sur la ouais, ouais. statue. Même dans les accusations, effectivement, c'était, c'est, ça devient très 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 lourd. Puis moi, ce qui m'avait énormément surpris, effectivement, on est sur le même postulat du on sait pas où ils vont et même eux ne savent pas où ils vont.
Ouais. C'est le fait de ne même pas avoir respecté leur propre fin. Et Batman vs Superman, on a quand même 10 minutes de funérailles qui finissent sur la poussière qui se s'élève lève et en légèrement fait, du, c'était du... rien. Et en fait, non, non, dans le film d'après, non, il est vraiment mort, cherchez pas, ils vont juste le ramener à la vie avec un truc parce qu'il est vraiment mort, mort, mort. Donc vous avez même pas pris la peine de voir votre film d'avant. Mais comment vous faites? Comment? Et c'est ce qu'il y a de plus, je trouve, le plus dramatique, c'est à quel point ils arrivent à ne pas être cohérents avec leur propre univers. Bah, le problème justement des fans de super-héros et des trucs comme ça, c'est qu'ils vont voir ces détails-là. Et justement, ces détails-là sont les choses qui les intéressent. Du coup, si tu les contredis, oui, ça va causer un souci, quoi. C'est ça. Et, enfin, Après, tu ils peux ont... faire la même chose en plus avec Superman vivant. Tu le sors du cercueil, tu dis, bah en fait, il est vivant, mais il faut quand même arriver à le réveiller, tu vois, genre il est Complètement. dans un coma kryptonien ou j'en sais rien. Voilà, c'est tout, mais non, non, il est mort, il revient à la vie. Pourquoi? Parce que Lazare, Jésus, machin. Bon, La d'accord. résurrection. D'autres news? Après, c'est peut-être Pardon. ça, effectivement. C'est peut-être le fait que, non, le coup de la résurrection, les mecs, ça fait un petit peu lourd, on va peut-être se calmer. Bon, on dit qu'il est mort. Ouais, il est mort. Oui, bah enfin, Bon, bah, il est il le mort. ressuscite quand même, donc. Il le ramène à la vie quand même. Mais bon, c'est vrai qu'après, on sait pas. Peut-être que Jésus, il avait une team de potes qui sont arrivés avec un truc. Après, autant l'idée d'avoir un Avec des- Superman zombie me Ah, va très bien. ça aurait été intéressant, mais là, ça aurait été aussi intéressant. Mais bon, encore une fois, ça fait partie des trucs qui m'ont fait criser sur le film. C'est on a quand même un Superman qui revient d'entre les morts avec un esprit potentiellement, ils le disent depuis le début. On Abîmé. sait pas exactement ce qu'on va récupérer. Et on a un Batman qui va au charbon, avec tout le monde qui le laisse derrière. Hein. C'est le mec qui sape quand même les 500 mètres à pied, hein, comme un con, pendant que tout le monde est parti bastonner le gars. Et il se pointe sans kryptonite. Non, non, mais les mecs, on est sérieux là? Avant On que est ça sérieux. dérive au troll, Dans le comics, on est tous d'accord pour dire qu'il s'en sert beaucoup trop. Dès qu'il y a un truc avec Superman, des kryptonites. ce Et qui est là, compréhensible parce que ça fait flipper quand même. ah, je suis d'accord, mais même là, putain, tu sais que le mec potentiellement c'est la merde. Limite à 300 mètres, tu l'aurais vu, tu aurais dû le voir. T'avais un putain de champ, un putain de terre-plein, la pleine une magnifique place avec la statue, et tu vois le mec en train de se foutre sur la gueule. Alfred, vous avez pensé à mettre le Le petit, cocktail vert le dans ma petit ceinture. caillou, la kryptonite, monsieur. Kryptonite, oui, voilà, c'est ça. Merci, je sais que j'avais le mot quelque part. Oui, dans la voiture. Laquelle de voiture? Enfin, oui, mais non, non, non. On a juste un Batman qui arrive et qui ramène. Pour éviter de partir en procès, peut-être qu'on peut enchaîner. Ouais. On aura largement le On en temps. fera une exprès juste là-dessus. Putain, Spécial. Eh, mais la spéciale troll, ça serait une bonne idée, ça. On justifie rien. Voilà, Juste, mais ça c'est de la merde, ça ils auraient dû c'est- faire comme ça. Ce soir, c'est gratuit. Qui on est? Personne, mais on s'en fout, on sait mieux qu'eux. T'avais d'autres news, toi? D'autres news? Non, 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 j'avais. Non, non. Pour continuer sur Henry Cavill et Ouais. éventuellement sa pilosité, il va jouer Geralt de Rive Oui. chez Netflix. J'ai pas d'opinion là-dessus parce que ça peut tellement être tout et rien que voilà, je vais pas aller faire de la cartomancie, mais je trouve ça assez intéressant parce que, à ma connaissance, que je me gourre pas, dans des séries un petit peu geek comme ça, adaptées de jeux Mhm. vidéo et tout, c'était le cas dans les films, mais dans les séries, on a une star mondiale, tu vois, qui va peut-être attirer du monde, Mhm. parce que sinon, bah, c'est tiré d'un jeu vidéo, lui-même tiré d'un cycle de bouquins d'heroic fantasy polonais. Qui est intéressé? Mais Qui c'est est intéressé et n'a pas joué au jeu? Euh, Donc c'est peut-être pas mal d'avoir un ah, ambassadeur comme ça. effectivement, j'ai beaucoup de potes qui sont énormément intéressés au jeu. Je sais que ce sont d'excellents jeux. Je n'ai malheureusement pas eu le plaisir. En fait, j'ai essayé le troisième. J'ai pas eu les deux premiers, donc j'ai quand même pas été trop con. J'ai suivi les histoires, essayé de comprendre quand même en attaquant le troisième après l'avoir emprunté à un ami sur Xbox One. Le problème, c'est que je ne sais vraiment pas pourquoi. Je n'ai pas accroché du tout. Mais je Au bout comprends très d'une bien. demi-heure de jeu, non, ça m'a fait chier. Je comprends très bien. Il y Et a alors, un côté très curieux alors, le côté de liberté d'action. J'ai eu le même problème sur le deuxième jeu Arkham City, à savoir trop de liberté d'action fait que tu n'es pas pris par l'histoire. C'est le problème que j'ai eu avec Arkham Asylum était génialissime, certes très linéaire, mais au moins le focus était sur l'histoire. Tu avançais l'histoire te débloquait différentes actions, différents moyens d'avancer, mais au moins tu étais constamment dans l'enjeu du personnage, l'histoire doit avancer. Arkham City, et les Arkham qui ont suivi, si tu veux, t'es dans une situation pressante, il faut que tu ailles sauver quelqu'un, il faut que tu récupères un truc, mais si tu veux, tu peux passer 5 heures dans la ville à faire des quêtes annexes. hmm, Ce qui pour moi a enlevé cet impact. Et vu que je m'attendais beaucoup à être vraiment pris dans l'histoire de Witcher 3,
eh ben, être pas du tout pris en mode bah, tu peux suivre la route et aller voir le machin, ou tu peux te parer dans l'autre sens, ou taper des bestioles. Mm. Donc y a rien d'autre qui va me driver, me donner envie d'avancer dans l'histoire. Non, non, il y a juste un mec qui t'a dit qu'il faut que tu ailles là-bas. Bah excusez-moi, mais je m'attendais à plus prenant au niveau Mm. histoire. Donc ça m'a... Ouais, une sorte de petite déception à ce niveau-là. Par contre, je dois reconnaître qu'en termes de gameplay, en termes graphiques, pour un studio qui reste encore à ce jour, de ce que j'ai compris, indépendant, en tout cas qui n'est pas aussi massif qu'un Ubisoft ou ce genre de studio énorme, Rocksteady et consorts, ça reste impressionnant de tour de force. Ouais. Après, voilà, c'est vraiment, en termes d'ambiance, ils ont vraiment réussi quelque chose d'assez grand, et notamment le premier où il n'y avait aucun moyen, et où clairement, d'un point de vue game design, d'un point de vue technique, le jeu il est à la ramasse. Et les gars, on en a vendu suffisamment pour pouvoir bosser dessus pendant un an. Ils ont sorti un espèce de patch qui fait mais, plusieurs gigas, ce qui à l'époque ne se voyait pas, et dire allez, c'est gratos pour tout le monde, voilà, on va améliorer le jeu, rajouter des quêtes et tout. Leur marque de fabrique est devenue on vous prend pas pour des cons. Et ce qui est assez remarquable dans cette industrie. Et moi, j'avais rencontré les cost designers là, de CD Projekt quand je bossais sur Game of Thrones, le jeu vidéo pour les... Et alors que eux venaient de sortir Witcher 2, et c'est vrai que c'était très intéressant parce qu'ils ont à la fin, comment dire, c'est vraiment une culture à l'ancienne, quoi. Les mecs, ils y vont à la sueur de leur front, et c'est quelque chose, enfin, comment dire, il y a énormément de matériaux de base écrits, distillés pour arriver à ça, jusqu'au point où, enfin voilà, le Witcher 2, c'est je sais plus combien, 4 ou 5 actes, et tu as le deuxième acte qui est 100% différent selon le choix que tu fais. C'est-à-dire que tu vas dans la ville A ou dans la ville B, quoi. C'est pas du tout le Ah même ouais, à truc. ce point-là, vraiment, Tu c'est... zappes un acte complet. Donc ouais, ouais, non, ils ont, en termes de contenu, de générosité et tout, les types, c'est des kamikazes. Ils ont pas, et ça va avoir l'air négatif, mais en fait, c'est positif. Ils ont pas d'intelligence de planning. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont pas en train de se dire, tu vois, sur Game of Thrones, on avait une contrainte. Le joueur, dans son premier parcours, le type il fait le jeu de A à Z, il doit entendre plus de 50% des dialogues, ce qui est une contrainte qui est totalement compréhensible, parce que écrire des dialogues et surtout les enregistrer, surtout quand tu as les voix des acteurs de la série, ça coûte très cher. Ah oui. C'est un RPG, tu as envie d'avoir des histoires qui font plein de branches, plein de trucs comme ça, euh, mais tu as envie d'avoir une certaine durée de vie aussi, et encore une fois, c'est totalement normal qu'on nous ait donné cette contrainte. Je pense que Game of Thrones a été fait avec beaucoup beaucoup moins d'argent que ce que vous pouvez imaginer. Mais à côté de ça, t'as des gros tarés qui arrivent et qui disent, bah tu vois, un cinquième du jeu, en fait, c'est pas le même selon que tu fasses le choix A ou B. Et tu peux pas faire les deux, quoi. Donc il y a vraiment un côté extrêmement courageux. Tu vois, c'est un peu les Krillins du jeu vidéo. C'est les mecs, ils sont largement au-dessus de leur pompe, mais ils y vont quand Mais ils même. y sont! Putain, ils y Sauf que vont! contrairement à Krillin, ils y arrivent. Donc non, 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 c'est vraiment, j'ai beaucoup de respect pour ces types-là. Alors, c'est un compliment, les mecs, hein. Si vous écoutez, c'est un C'est compliment. un compliment. On vous compare à Krillin, mais c'est un compliment. Bon, si vous écoutez déjà, félicitations pour parler français, Déjà, parce déjà. qu'on parle très peu polonais. Mais bon, voilà, du coup, voilà, la série, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout. Alors, la licence n'appartient pas à CD Projekt, je pense. Je sais pas Ah! du tout. Non, oui, parce que, à mon avis, ils ont la licence que pour les jeux. Ah, T'achètes une d'accord. licence pour en fait une Oui, utilisation non, précise. je comprends tout à fait, mais Je d'une crois pas certaine qu'ils. manière, ne connaissant pas grand-chose, je Hmm. pensais qu'ils avaient quand même une certaine mainmise sur ce qui se racontait. Honnêtement, vu Sur le le... travail qu'ils ont fait sur la licence, ça serait un peu con de pas les utiliser. Ah, complètement. Notamment sur l'aspect visuel, etc. Parce que bah, c'est le problème d'ailleurs, à l'inverse qu'on avait eu avec Game of Thrones, c'est que nous à la base on s'était basé sur les livres, c'était avant que la série ne soit annoncée. Quand la série est sortie, parce qu'un jeu vidéo c'est beaucoup plus long à faire qu'une série, Mhm. et ben on s'est dit bah le problème c'est que maintenant Port-Réal ça ressemble à ça. Le trône qui ne ressemble pas, le trône de fer, le fameux qui ne ressemble pas du tout au trône de fer des bouquins, bah maintenant les gens ont l'image du trône de fer de la série. Donc ils vont s'attendre à certaines choses. Voilà, et donc on a dû retaper les trucs. Il se trouve qu'on avait les droits, parce qu'on a discuté, etc., de récupérer leur visuel et tout. Oui, je crois qu'il y a eu le même problème d'ailleurs avec toutes les adaptations autres, ça a été le jeu de plateau, le jeu de cartes. J'avais travaillé Ouais, sur ouais, la ouais. traduction du jeu de cartes, effectivement. Il y avait énormément de visuels sur les personnages, sur certains lieux qui étaient... Ah, certains, on sent qu'ils avaient eu le temps de s'inspirer des personnages de la série, et d'autres, non, bah non, on n'a pas le choix. Le personnage aura été créé, dessiné et imprimé avant, bah tant pis, c'est Nous on, a, différence artistique. nous, on a dû tout refaire, il y a juste certains personnages pour lesquels on n'a pas eu les droits. Genre Cersei, elle a une autre tête. Mais, euh, mais voilà, du coup, ça serait quand même
vu le nombre de gens qui ont joué au jeu Hawks, jeu vidéo, ça serait dommage de pas s'inspirer un peu du visuel, de l'ambiance, etc. qu'il y a dans les films. Parce qu'en termes de musique, en termes d'animation, le côté un peu dégueu, un peu trash qu'il y a dans cet univers ouais, de dark fantasy, hein, clairement, Ah oui. ils ont fait un excellent travail, quoi. Donc à voir. Voilà. Hein, j'avoue, puis pour l'instant, la dernière fois que Netflix m'a déçu sur une production purement Netflix, ça commence à remonter un bout de temps. Je Ouais. suis en train de me remater The Good Iron Fist Place. aussi? Parce que je sais qu'il y a eu très mauvaise presse. Iron Fist, je suis juste pas rentré dedans. J'ai bien aimé le personnage, comment dire, dans Defenders, même si la scène que j'ai préférée, ça reste comme la confrontation qu'il a eu avec Daredevil, mais juste parce que j'étais content de voir Daredevil tataner quelqu'un. Mais j'ai été ravi de le voir dans la saison 2 de Luke Cage. Spoilers, hein, pour ceux qui ne Hmm. savaient pas. Bon, ça ne change pas l'histoire, mais il fait une apparition dans la saison de Luke Cage que je conseille à ceux qui ne l'ont pas vu, tout simplement. Donc là, j'avoue, je suis quand même curieux. Peut-être que Tu as vu la je... saison 2, pardon? De Luke Cage? Non, D'Iron de... Fist? Pas encore, pas D'accord. encore. Pas encore. Là, j'avoue, je me suis refait les saisons 1 et 2 de Westworld pour la troisième fois. C'est toujours aussi bon, je redécouvre des trucs à chaque fois. Je me suis pas pris une claque comme celle-là depuis Battlestar Galactica. Peut-être on détaillera ça un prochain coup, Ouais, comme ça. carrément. Je pense qu'il y a largement de quoi en reparler. Mais voilà, venant de Netflix, attaquer un truc comme Witcher, j'ai dit, ok, non Ouais, mais... c'est et, Nissa à qui il s'adresse en fait, hein. ouais, et puis l'air de rien, prendre quand même un mastodonte, entre guillemets, d'un point de vue... Il est quand même bien bankable au point de vue du public, comme Henry Cavill pour le personnage principal. Bah, ils mettent Ok, tous leurs c'est... atouts de leur côté pour une licence qui est pas forcément, si vous êtes joueur, c'est une très grosse licence, Witcher. Mhm. Ah, complètement. Voilà, enfin, demandez à n'importe qui joue pas aux jeux vidéo s'ils connaissent ça, quoi. Ils vont connaître Mario, ils vont connaître ce que vous voulez. Mais par contre, là, ils connaîtront le mec qui a fait Superman. Bah, ils Donc c'est reconnaîtront le mec qui a fait Superman donc et c'est une bonne manière ouais. de contenter. Alors après, contenter les fans, pas forcément, parce que enfin non, je dis ça, mais je sais pas du tout quelles ont été les réactions par rapport au choix d'Henri Cavill pour le personnage. Moi, personnellement, n'ayant pas joué, ça me dérange pas plus que ça. J'attends de le voir bien dans un rôle. Après, je l'ai pas vu dans The Man from Uncle, Et j'ai et pas je l'ai encore pas vu non le. plus vu dans la dernière Mission C'est ça, j'ai Impossible. pas vu non plus. Mais Donc à la voir. moustache, quoi. Ouais, Again! mais là ça va, Geralt il a une barbe, donc il y a une moustache dedans, ça peut le faire. Non mais Après, il portait bien la barbe. Non, il portait pas bien la barbe dans Man of Steel. hmm. Bah, mais là, elle Oui, sera mais blanche, donc ça passera mieux. parce que parce qu'on s'attend à avoir un physique parfait, on en parlait la dernière fois. Oui, tout à fait. Euh, Est-ce que tu avais d'autres choses? Non! Moi, je voulais te parler d'un truc. euh, je voulais parler de projets de toute une vie. Il y en a quelques-uns, et notamment d'un en particulier, qui est un film d'animation qui a inspiré Aladdin, qui a été fini à l'arrache par d'autres gens que son créateur, et qui donc officiellement n'est jamais sorti. Je crois que j'en ai entendu parler, continue. Ce film s'appelle The Thief and the Cobbler, le voleur et le cordonnier Oui, j'en ai en entendu parler. français. Et c'est une histoire. Alors, je parle même pas de l'histoire du film là, mais de l'histoire de la création du film qui est remarquable parce que c'est que des cadors de l'animation américaine. Il y a Ken Harris. Ken Harris, en fait, quand Chuck Jones, le créateur de Bip Bip et le Coyote, Bugs Bunny, etc., quand il avait une scène compliquée, il savait pas à quoi ça devait ressembler, il l'a filé à Ken Harris. Euh, Par exemple, le coyote mange comment des graines de tremblement de terre. Ça donne quoi un coyote qui, bah, lui, il sait, et puis c'est drôle. Et, et ce type-là, il avait un apprenti. Cet apprenti, c'est Richard Williams, qui a aujourd'hui bien 80 balais, qui a écrit, si vous faites de l'animation, bah alors évidemment vous connaissez ce type, mais surtout vous avez chez vous son bouquin, qui est le guide de survie, Survival Kit, Animator Survival Kit, donc le kit de survie de l'animateur, qui est une bible en termes d'animation, qui Alors, est pour ceux qui ont le BAFA, ça marche pas, hein. On parle pas de ce genre d'animateur. c'est pas le même type d'animateur. Et enfin voilà, c'est à la fois savant, drôle, plein d'expérience, etc. Et donc ce type-là, il a commencé son projet, je crois, dans les années 70. Il avait vraiment un film en tête et il voulait que ça révolutionne le cinéma d'animation. Il était extrêmement euh, pointilleux dessus. Il a regroupé une équipe, dont son ancien maître, Ken Harris, pour commencer à bosser sur le truc. Et
il le finissait pas. À chaque fois, il recommençait des trucs, il corrigeait, jusqu'au moment où ils avaient plus d'argent pour le continuer, et où il a dû prendre un petit boulot qui paye pas, c'est-à-dire qu'il s'est mis à, il a dirigé l'animation de Roger Rabbit. Un petit truc. Un petit boulot comme ça d'été, ça lui a pas pris longtemps, ça lui a valu un Oscar, je crois, et surtout énormément de popularité. Ah bah ouais. Ce qui a fait que, et alors je vous dis peut-être des conneries, je crois que c'était Disney. Je suis pas sûr. Ça a fini chez Disney après, mais je crois pas, je sais pas si c'est Disney qui l'a fait. En tout cas, une grosse boîte de prod qui est arrivée et qui a dit, mec, on va le faire ton film. Ok, c'est parti, on bosse. Et ça a pris très très longtemps. La durée totale sur laquelle il a bossé sur le film, c'est 30 ans. Waouh. Donc quand je parle de projet d'une vie, Ah, littéralement, ouais. tu vois, t'as la mythologie Tolkien, mais bon, il a commencé, il avait près de 50 balais. Enfin voilà, tu avais mais effectivement, il a bossé pendant 20 ans sur un univers, une seule continuité, etc. Bon ben voilà, lui c'est pareil, 30 ans sur son film. Et ce film n'est pas sorti parce qu'encore une fois, le perfectionnisme de Richard Williams a fait que bah, il n'était pas content, il recommençait, il recommençait. Au bout d'un moment, les mecs en ont eu plein le cul. Sauf qu'entre-temps, ils avaient acheté la licence, puisqu'évidemment, ils mettaient de l'argent dedans, et donc ils ont dit, bah non, bah, en fait, tu te casses, on va terminer le truc. Le film s'appelle Arabian Nights, c'est pas extraordinaire. Ouais. En revanche, voilà, il y a des rushs qui sont tombés, pas dans l'oreille d'un sourd, mais dans les yeux de mecs de Disney qui ont dit, putain, mais c'est génial, ils s'en sont inspirés pour faire Aladdin. Et honnêtement, vous avez un type qui vient de fêter ses 33 ans, qui a été bercé avec le deuxième âge d'or de Disney. Aladdin, c'est un de ses films de chevet, je le connaissais littéralement par cœur, je le récitais en cours de récré. Honnêtement, je pense que si le film était sorti à l'époque où il aurait dû sortir, qu'il avait été pensé par Richard Williams, il le clouait sur place. Du coup, est-ce qu'à ton avis, la chanson d'introduction d'Aladin, en anglais Arabian Nights, Je pense qu'il y a clairement une... Ouais, ouais, tout à fait. un Et hommage? il y en a pas qu'une de référence, mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Alors, qu'est-ce que c'est The Thief and the Cobbler? Et comment je sais ce que c'est puisque le film n'est pas sorti? Alors d'abord, Ah! en 2005, il y a des andouilles, dont des anciens qui avaient travaillé sur le projet, qui se sont mis à prendre des morceaux de scène qui étaient déjà faites, avec des rushs, avec ce qu'on appelle du keyframe, c'est-à-dire en fait, quand un film d'animation est fait, l'animateur, le chef animateur, il va dessiner les images clés, et ensuite il y a les petites mains qui vont faire toutes les images qu'il y a entre ces images clés. Ça demande un talent de fou pour arriver à s'imaginer tout ce qu'il va y avoir entre ces images et ne faire que les trucs importants. Donc ces gars ont rassemblé tout ça et ont réussi à rebricoler un film. Comme le film s'appelle Le voleur et le cordonnier, donc Thief and the Cobbler, c'est l'édition recobbled, donc recousue un petit peu. Ouais. Et donc il y a clairement des choses qui sont pas finies, qui sont juste crayonnées, des trucs comme ça. Et il y a des scènes qui sont bluffantes, il y a des perspectives, on dirait de la 3D, alors que c'est tout 2D dessiné traditionnel. Mais à un moment, on tourne autour du palais, le mouvement de caméra, c'est du Peter Jackson. Il y a un travelling à un moment énorme qui fait le tour d'une tour qui est constituée de mains. Donc cette caméra monte et j'ai vu la photo du travelling. En fait, c'est un dessin immense qui fait tout un couloir et le travelling a été filmé, y compris les changements de direction de caméra, etc. Le travelling est filmé en ligne droite et les changements de direction sont fake. Sans C'est que déconner. fait en dessin. C'est des fous furieux. Je vous conseille de voir. Donc je vous conseille de voir l'édition recousue, puis de voir le boulot qu'il y a eu. Et malheureusement, là, j'ai Qubit. Non, je me rappelle plus. Je posterai ça si on poste ce truc en ligne. Les noms des gens qui ont bossé dessus, vous verrez les crowbars. C'est des trucs formidables. Il y a des courses-poursuites dans un palais qui rappellent des perspectives échériennes. Genre, t'as un escalier, il monte, non, en fait, il descend. Enfin voilà, ça part dans tous les sens. C'est un énorme exercice de style où tu as l'impression que les mecs voulaient se donner les contraintes les plus compliquées possibles. Voilà. Donc une histoire assez remarquable, un boulot assez remarquable, et donc je te le conseille Ouais. voilà, en tant qu'amateur de films d'animation, et juste enfin, voilà, pour le talent qu'il y a derrière, avec notamment le rôle principal qui est joué par Sean Connery. Mais il dit un mot, je crois, non, trois mots, je crois qu'il dit genre I love you, un truc comme ça à la toute fin. Sans Des déconner. curiosités comme ça. Juste comme ça, les mecs. Oui. Oh, pardon, le grand méchant. Donc l'équivalent de Jafar, si tu Ouais. veux. Il a un côté beaucoup plus ridicule, c'est-à-dire que il y a plein de sous-entendus et de second niveau de lecture qui se passent que en animation, parce que ça a été écrit par un animateur. Et quand il marche, ses babouches se déroulent comme une langue de belle-mère, mais aussi comme des tentacules. Donc ça fait un côté un peu gluant et à la fois un peu ridicule. Ah Il oui. parle que en vers, Ok. et il est doublé par Vincent Price.
Voilà. Oh, le kiff. Non, voilà, c'est Donc un film, évidemment, bon, on ne saurait trop espèce de conseiller la VO, All-Star. mais là c'est au rayon VO, enfin on fait pas pire que Vincent Price. Vincent Peut-être Price peut-être Christopher Lee, d'ailleurs, ils ont bossé à la même boucherie. Ah, pas Mais faux, c'est pas une querelle faux, hein. d'esthète. Je comprendrais qu'on Ouais, préfère voilà, l'un, je trouve. Les une deux sont d'un niveau de talent, ben, il y en a eu peu dans l'histoire du cinéma. c'est une guerre de crémerie. Bah écoute, Ça m'a fait plaisir. mais complètement, je pense qu'on va s'arrêter là, comme ça on s'arrête sur un truc mais bien chaud bouillant. Donc oui, rappelle-nous le nom, Ça nom du film. s'appelle The Thief and the Cobbler. Je vous le dis en anglais parce que vous le trouvez probablement plus facilement en anglais. Et si vous comprenez pas mon anglais, ce qui est compréhensible, Le voleur et le cordonnier, vous trouverez des traductions. C'est fait par Richard Williams et plein d'autres gens très doués. Et voilà, je vous conseille ça vu, même si clairement la version recousue, bah, il y a des crowbars, il y a des trucs qui sont pas finis, mais ça vaut le coup quand même. D'accord. Bah écoute, on va s'arrêter là. Ça nous fait une petite heure, une petite heure et quart. Je pense que c'est bien Ouais, pour une deuxième édition. ça m'arrive bien. Donc voilà, donc oui, des bonnes nouvelles. Captain Marvel qui est bien vivante, Superman qui est bien mort. Voilà. Tu sais, la mort, ça dure pas longtemps pour Superman. Tu sais quoi, on se Espérons. revoit. Mais carrément. Allez, on fait ça. Allez, on se fait ça. À On la revient. prochaine. On se prend le micro et on se fait ça. Allez, ciao ciao tout le monde. Salut.